de nombreuses traditions, en tout cas, font naître l'univers d'un chaos originel. Est-ce que ces traditions sont rejointes par les dernières trouvailles scientifiques? Est-ce qu'il y a eu au départ un certain chaos? Oui, mais en quelque sorte, d'abord, je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour ces dernières nouvelles de l'univers. Oui, il y a des sortes d'archétypes de la pensée. Donc, quand on essaie de concevoir l'origine du monde et l'état actuel du monde, il y a des façons de penser cette origine qui se retrouvent de façon commune dans toutes les traditions, dans toutes les cultures, et en particulier donc l'image le début initial d'un chaos désorganisé à partir duquel une organisation va se faire. Et c'est vrai que ce type de récit est retrouvé d'une autre manière, évidemment, de façon beaucoup plus rationnelle par la cosmologie moderne, ce qu'on appelle le modèle de Big Bang, qui font état, effectivement, d'un état initial de l'univers, une sorte de chaos quantique, enfin, je ne peux pas utiliser de termes trop compliqués, agité, une fluctuation permanente, aléatoire d'énergie, et puis qui progressivement se structure pour donner naissance d'abord aux premières particules élémentaires, puis aux atomes, puis aux premières étoiles, puis aux galaxies, et puis l'univers tel qu'il est aujourd'hui. Et après, avec nos théories, nous sommes capables d'extrapoler également sur le destin futur à très grande échelle de l'univers. Et donc, ces dernières nouvelles de l'univers dont on peut parler, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Parce que c'est vrai que l'astronomie, la réflexion que l'homme se fait sur le ciel et la place qu'il a là-dedans, elle est plus que millénaire. Mais on peut dire que peut-être 80 à 90% des choses que l'on peut dire aujourd'hui sur l'univers sont des acquis qui ont moins de 50 ans. Ça montre à quel point il y a une accélération fulgurante, à la fois de nos savoirs, mais surtout également de nos instruments pour capter effectivement les astres extrêmement lointains de l'univers et de soulever progressivement un certain voile sur cet univers qui nous a toujours paru très lointain et mystérieux. Et ce qui est passionnant pour un chercheur comme moi, qui suis en plus un théoricien, c'est qu'à chaque fois qu'on croit soulever un voile pour dévoiler une partie de la vérité, on découvre d'autres obscurités, d'autres portes inconnues qu'il faut sans doute ouvrir, c'est-à-dire que c'est une démarche qui n'a jamais de fin. On s'aperçoit toujours que l'univers est plus complexe, plus mystérieux et plus fascinant que ce que l'on pensait. Et c'est l'essentiel de la vie tout le temps. On en apprend tous les jours. Alors, comment ça s'est formé? On fait remonter à quand la création de l'univers? Oui. Alors, je pense qu'effectivement, là, on va commencer effectivement par le Big Bang de la cosmologie. Il y a finalement 4 très grands domaines qui ont toujours fasciné. Alors, vous avez 3 domaines qui sont plutôt, comment dire, des échelles dans le cosmos. Vous avez le domaine qui a à faire avec le système solaire, notre petite région à nous, notre petit monde à nous, la Terre aux planètes du système solaire tournant autour du Soleil. Et donc c'est un sujet également très ancien, bien entendu, puisque c'est le premier à avoir été observé, à avoir été tenté d'être décrit, mais qui connaît une actualité brûlante, qui parlera donc avec l'exploration spatiale, les premières sondes qui explorent les astéroïdes, les comètes, les corps extrêmement lointains. Bien. Après, à notre échelle, l'échelle des étoiles, il y a une actualité brûlante au sujet d'un thème qui fait particulièrement cher, parce que j'ai vraiment travaillé dessus, les trous noirs. Donc on parlera de cette actualité sur les trous noirs. La troisième échelle la plus vaste de toutes, c'est l'échelle de l'univers dans son ensemble, la partie la plus ambitieuse, la plus complexe, qu'on appelle la cosmologie, dont les modèles de Big Bang qui font état d'une possible origine de l'univers et après de son évolution font partie. Et puis, qui chapeaute un petit peu tout ça, une question d'ordre plus philosophique est une très ancienne question, mais qui connaît également une actualité scientifique extrêmement brûlante, c'est la question de la vie dans l'univers, la pluralité des mondes habités. C'était des questions qu'avaient déjà posées les philosophes de l'Antiquité, et qui aujourd'hui, avec une discipline qui s'appelle l'exobiologie, qui met ensemble les compétences de biologie, de l'astrophysicien, des planétologues, essaie de traquer des traces de vie, fossiles ou pas, ailleurs que sur Terre, bien entendu, à commencer dans le système solaire, puis après, éventuellement, ailleurs dans l'univers, à travers ce qu'on appelle les exoplanètes. On sera amené à parler brièvement, en 45 minutes, de toutes ces choses-là, puisqu'on me posait la question sur le Big Bang. On y revient. Alors, on y revient. Alors, avant, qu'est-ce qu'il y avait au début? On recule toujours. Y a-t-il eu un début? Alors, on a un modèle, qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie, qui est fondé à la fois sur une magnifique théorie, qui est la théorie de la relativité générale, élaborée par Albert Einstein, qui forme la grille de lecture dans tout un ensemble de
observations que nous faisons depuis les années 1920 sur des galaxies extrêmement lointaines. Voilà. Et donc ce modèle standard de la cosmologie nous dit qu'il y a un début de l'univers. Voilà. Et le problème, c'est que même si le modèle est excellent, aucun modèle n'est jamais définitif et parfait. Et parler d'un début absolu de l'univers, une sorte de temps zéro, c'est en quelque sorte un paradoxe. C'est comme si vous parliez également d'un bord physique de l'espace. C'est un paradoxe. C'est toujours le paradoxe du bord. Vous pouvez avoir un paradoxe du bord spatial. Si l'espace a un bord, qu'est-ce qu'il y a au-delà du bord? Vous allez au bord, vous avez le bras, où va-t-il? Donc il y a un paradoxe. Alors vous allez dire, peut-être que l'espace est infini. Ça élimine le paradoxe, non, parce que ça engendre d'autres paradoxes. Donc j'ai écrit notamment un livre qui s'appelle L'univers chiffonné, où j'explique que l'une des façons les plus élégantes d'éliminer tous les paradoxes, c'est de parler d'un espace fini mais qui n'a pas de bord. Bon, alors c'est un petit peu perturbant. J'appelle ça les univers chiffonnés. Bien. Alors c'est un petit peu pareil avec le bord temporel. Si vous en tenez strictement au modèle du Big Bang, extrapolé jusqu'à son origine, il y a un temps zéro. Le problème, c'est que ce temps zéro, il correspondrait à un univers infiniment petit, réuni, comprimé dans un point. C'est une absurdité. Bien entendu, ça montre bien que la théorie, on ne peut pas l'extrapoler jusqu'à un point singulier. Voilà. Donc, aujourd'hui, les chercheurs théoriciens, dont je fais partie, nous travaillons à améliorer le modèle du Big Bang juste dans quelques milliardièmes de seconde pour éventuellement éliminer ce temps zéro et commencer à élaborer des scénarios. On ne peut pas encore donner le nom de théorie parce qu'on n'a pas encore l'équation complète de ce qui a pu exister avant le Big Bang. Bien, ça reste encore très spéculatif. Maintenant, dans le modèle standard Big Bang qui est quand même assez solide, on peut donner un âge à l'univers si l'on met simplement le temps zéro au Big Bang. Voilà. Et donc cet âge, aujourd'hui, de l'univers, il est estimé de façon assez précise à 13,8 milliards d'années. C'est l'âge actuel de l'univers. Évidemment, il s'est passé énormément de choses en 13,8 milliards d'années, ne serait-ce que parce que notre propre système solaire, lui, n'a pas 13,8 milliards d'années, il s'est formé beaucoup plus tard dans l'histoire de l'univers, il s'est formé il y a à peu près 4 milliards et demi d'années. Ça veut dire que se sont écoulés 10 milliards d'années avant que notre propre système solaire, le Soleil, la Terre et les planètes se forment. Et donc il y a eu toute une histoire fascinante et fabuleuse que les astronomes s'attachent à décoder pour retracer toute cette fabuleuse histoire de l'univers. Est-ce que cet univers, il est toujours en expansion? Alors, non seulement l'univers, alors vous savez que l'une des grandes découvertes de l'astrophysique du XXe siècle, c'est l'expansion, qu'on appelle l'expansion de l'univers. C'est-à-dire que aux années 20, 1930, à partir de certaines observations astronomiques sur des objets lointains, qui sont essentiellement des galaxies, on avait l'impression que toutes les galaxies partaient s'éloigner les unes des autres dans tous les sens. Voilà. Et en fait, celui qui a compris réellement ce qui se passait, c'était pas de grand boom, de grande explosion bizarre, s'appelait Georges Lemaitre, d'ailleurs il a fait un des ouvrages dans celui-là, l'invention du Big Bang. Vous voyez à côté de la couverture, on voit Albert Einstein, tout le monde le connaît évidemment, et puis à côté il y a un bonhomme qu'en général on ne connaît pas, mais c'est lui le vrai père de la cosmologie moderne et du modèle Big Bang, s'appelle Georges Lemaitre, et c'est lui qui a compris en fait que ce n'était pas les galaxies qui partaient dans tous les sens comme dans un feu d'artifice bizarre et inexplicable, puisque c'est tout simplement l'espace lui-même qui se dilate au cours du temps. Alors ça peut vous paraître encore plus bizarre, un feu d'artifice galactique, mais c'était une conséquence incontournable des équations de la relativité générale, dès lors que vous les appliquez pour décrire l'évolution de l'univers dans son ensemble, rempli d'un fluide de galaxies, et vous trouvez que l'univers a spontanément tendance, l'espace lui-même a spontanément tendance à se dilater dans toutes les directions. Il n'y a pas de centre d'expansion, il n'y a pas de bord d'expansion. En quelques points de l'univers où nous trouvons, si on observe loin les galaxies, on les verra s'éloigner de nous, non pas parce qu'on est au centre de l'éloignement, c'est pas au centre d'une explosion qui n'a aucun sens, évidemment, c'est pas une explosion, c'est simplement parce que l'espace se dilate autour du temps. Et alors justement, pour rebondir sur votre question, non seulement l'univers est en expansion, mais l'une également des grandes découvertes de ces dernières années, qui souvent d'ailleurs, comme beaucoup de découvertes expérimentales, avaient déjà d'abord été anticipées par les théoriciens, et il faut quand même des expériences pour les valider, eh bien c'est la découverte que cette expansion s'accélère. On pensait jusqu'à présent que l'univers se dilatait, mais en ralentissant, et qu'éventuellement un jour il pourrait inverser son expansion, se contracter, former une sorte de grande arche à partir du Big Bang, ça se dilate,
Ça atteint un volume maximum, puis ça se recontracte et ça se termine dans ce qu'on a appelé le Big Crunch. Mais aujourd'hui, les observations montrent qu'au contraire, l'expansion, la vitesse d'expansion de l'univers s'accélère au cours du temps. Et ça, c'est l'une des questions relativement nouvelles, mais majeures, non résolues. Pourquoi ça s'accélère? Normalement, si vous mettez de la matière ou de l'énergie normale dans l'univers, quelle que soit la forme de matière, ça peut être des galaxies, des étoiles, des atomes, ça peut être des formes de matière un peu plus bizarres, qu'on appelle la matière noire, par exemple, qui n'est pas constituée de planètes, d'atomes, d'étoiles, etc., mais des particules élémentaires un petit peu bizarres. Ben, tout ça, ça engendre de la gravitation, et la gravitation, c'est quelque chose qui attire, et donc ça aurait tendance à freiner, précisément, voire ralentir l'expansion de l'univers. Or, ça s'accélère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la composante essentielle de l'univers aujourd'hui, ce qui est rempli essentiellement, plus que de la matière, c'est une forme d'énergie que l'on a baptisée photo de mieux dark énergie, qui est l'énergie noire ou l'énergie sombre, et qui agit à l'encontre de la gravité. Au lieu d'engendrer de la gravité et d'attirer, réattirer la matière sur elle-même, elle, au contraire, le fait en quelque sorte exploser l'espace. C'est une sorte de dynamique de l'espace. Mais d'où vient-elle, cette énergie noire? Ben, c'est le sujet de grand débat entre les théoriciens d'aujourd'hui. Évidemment, c'est le boulot de théoriciens que d'imaginer des modèles. Voilà. Alors l'un des modèles fascinants, l'une des explications, pas forcément la bonne, hein, mais elle est particulièrement élégante et relativement simple, tout en proportion gardée, sur la nature de cette énergie sombre, c'est ce que ce serait tout simplement l'énergie du vide. Parce que le vide, figurez-vous, ça a de l'énergie. Alors évidemment, je ne parle pas du vide visuel, qui consisterait à enlever comme une boîte, vous enlevez tous les atomes, les champs de force, il ne reste rien, il n'y a rien à dire. La bonne description du vide, c'est, elle est faite avec ce qu'on appelle la physique quantique. Bon, et l'autre grand pilier de la physique moderne avec la relativité générale. La physique quantique vous dit que si vous faites cette opération, vous enlevez tout dans une boîte, il reste irréductiblement quelque chose que vous ne pourrez jamais enlever, c'est de l'énergie qui va tomber à un niveau minimum non nul. Donc une fois que vous avez fait le vide, ben, il reste l'énergie du vide. Et ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, puisque cette énergie du vide, elle est mise en évidence directement au laboratoire, et en plus, elle semble avoir les vertus antigravitantes nécessaires pour expliquer l'énergie sombre. Donc il se pourrait que, c'est un sacré d'ailleurs retournement de situation également par rapport à certaines cosmogonies très anciennes, où le chaos c'est le vide, et que finalement l'univers est gouverné par le vide. Et aujourd'hui, voilà, c'est des propositions de la cosmologie moderne, c'est qu'en fait, la véritable évolution, le destin de l'univers, il est gouverné essentiellement par une forme d'énergie qui nous est totalement étrangère à nous, êtres humains, mais aussi étrangère aux étoiles, parce que nous sommes faits de la même matière que les étoiles. Donc, on a une histoire commune avec les étoiles, mais on n'a pas d'histoire commune avec l'énergie noire. Et c'est l'énergie noire, pourtant, qui gouverne tout cela. Mais est-ce que pour vous, cette création de l'univers, c'est dû à des phénomènes purement mécanique, ou est-ce que vous pourrez dire qu'on pressent que l'univers a un dessin intelligent? Bon, pour ma part, et je crois pour l'essentiel des chercheurs, on essaie effectivement d'éviter une explication au-delà de la nature, qui serait donc surnaturelle, et le dessin intelligent fait partie de ce type d'explication au-delà de la nature. Nous cherchons simplement, nous, une succession de phénomènes physiques que nous tentons de comprendre avec des possibilités qui sont effectivement limitées, une succession de causes et d'effets qui permet d'expliquer à peu près ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, évidemment, la question d'une cause première ne pourra jamais être évacuée du questionnement. Le problème de la cause première, c'est une question essentiellement métaphysique. Elle a été posée maintes fois dans l'histoire de la philosophie, Leibniz notamment en parlait, mais remonter à une cause première, c'est sortir du champ de la science. Parce que la cause première échappe à une cause précédente. Ce serait la toute première cause. Donc, grosso modo, pour ne pas le nommer, c'est Dieu, d'une certaine façon. Voilà. La science n'exclut pas Dieu, mais elle ne l'inclut pas non plus. Ce sont deux ordres d'entendement radicalement différents. Si vous voulez pratiquer une tentative de compréhension de l'univers dans une approche scientifique, vous séparez la question. L'une des façons dont on peut répondre, pas de façon évidemment définitive et satisfaisante pour tous, pourquoi l'univers est là plutôt? Pourquoi l'univers
Il est là. Pourquoi y a-t-il quelque chose qui ne peut rien, pour reprendre la fameuse expression qu'il y a toujours de l'Église? On fait à nouveau intervenir le vide quantique, qui non seulement pourrait être une explication possible de l'accélération actuelle de l'expansion de l'univers et donc gouverner les destins futurs de l'univers, mais il aurait pu jouer aussi un rôle absolument primordial au tout début. C'est-à-dire qu'avant même que n'existe l'univers, c'est-à-dire l'espace, le temps, la matière, il y avait le vide. Un petit peu comme dans une cosmogonie très ancienne, précisément. Évidemment, là, c'est un vide, c'est aussi qui est décrit non pas de façon mystique ou philosophique, mais un vide qui est décrit, je répète, par la physique quantique. La physique quantique vous dit que non seulement l'énergie du vide, dont je vous ai parlé, elle existe, elle n'est pas nulle, mais en plus, elle ressemble à une sorte d'océan d'énergie complètement turbulent, bouillonnant, avec des fluctuations spontanées et aléatoires. Et les fluctuations d'énergie, comme dans un océan en pleine tempête, on ne peut pas la décrire de façon très précisément déterminisme, de façon statistique. Et quand vous faites cette description statistique avec des outils de la physique quantique, vous trouvez que vous avez des sortes de fluctuations d'énergie du vide quantique qui sont capables, en se transformant en énergie, c'est toujours matière, espace, temps, ça engendre des univers. Et j'ai bien dit des univers, et non pas forcément un seul univers qui serait le nôtre. Aujourd'hui, on est en train de développer des scénarios qui restent encore très spéculatifs, qui vont finalement au-delà du Big Bang, en se disant que si finalement notre univers est né d'une fluctuation spontanée et aléatoire du vide quantique il y a à peu près 14 milliards d'années, le vide quantique a pu également produire une flopée d'autres univers. Des milliards et des milliards d'autres univers, avec des fluctuations d'énergie différentes de celles qui a produit notre propre univers, et que nous appelons Big Bang. Ça n'est pas forcément la totalité de ce qui existe. Alors, ce que nous appelions jusqu'à présent univers, c'était sûrement être la totalité de ce qui existe. Non seulement, je vous dis, les milliards de galaxies avec des étoiles, avec l'énergie noire, ce genre de choses. Et puis avec ces modèles, je répète pour l'instant, provisoires et spéculatifs, qu'on appelle des modèles multivers, il y aurait une sorte effectivement d'ensemble considérable d'univers dont le nôtre serait extrêmement particulier et serait le seul dont nous pouvons réellement percevoir. Les autres, on peut les appréhender avec des équations extrêmement compliquées. Bon, ça reste pour l'instant très spéculatif, mais évidemment, ça ouvre aussi de nouvelles perspectives philosophiques assez fascinantes sur cette multiplication d'univers aux propriétés très différentes les unes des autres, ce qui ferait finalement de notre univers un univers relativement privilégié, non pas nécessairement justement par une conscience supérieure qui aurait voulu privilégier notre univers pour produire des choses intéressantes que peuvent être les étoiles, les êtres vivants, les êtres humains et le festival des écrivains du Sud. Ça n'existe pas dans les autres univers. Mais ça n'existe pas parce que personne ne l'a voulu, pas parce que quelqu'un ne l'a pas voulu, ça n'existe pas parce que les conditions aléatoires du vide quantique ne l'ont pas permis. Alors nous avons perdu tout espoir de disparaître par le rétrécissement de l'univers. Est-ce qu'on va disparaître avec le trou noir? Oui. Alors, si on ne disparaîtra pas dans le rétrécissement de l'univers, de toute façon, il y a bien d'autres choses qui vont le faire disparaître. Alors, bon, alors, les trous noirs, il y a une actualité extraordinaire sur les trous noirs. Vous savez, les trous noirs, donc, ce sont ces pluies gravitationnelles, ces gouffres de l'espace-temps qui engloutissent la matière et l'énergie, mais ils n'engloutissent pas tout. On a l'image, on peut vulgariser du trou noir comme le monstre qui est le bouton de l'espace, dans lequel tout disparaît, tout s'évanouit. Évidemment, c'est là aussi c'est une sorte d'archétype de l'être humain, du gouffre, où tout finit. Alors évidemment, le vrai rayon d'action des trous noirs, il n'est pas illimité. Mais il y a quand même beaucoup de trous noirs. Et alors, il y a une actualité extraordinaire. Les trous noirs, moi j'ai commencé à travailler sur les trous noirs au tout début de ma carrière. J'étais tout jeune scientifique dans les années 70. Et j'ai même été en fait le premier à calculer, c'est à toute fin des années 70, à calculer à l'ordinateur à quoi pourrait ressembler un trou noir, entouré de quelque chose d'évident, parce que le trou noir lui-même on ne le voit pas, mais en général le trou noir est entouré de matière, par exemple un disque de gaz, des étoiles, etc. À quoi il pourrait ressembler le jour où on aurait un gigantesque télescope pour l'observer? Et franchement, il y a 40 ans. Et franchement, il y a 40 ans, je n'imagine pas que de mon vivant, on arrive à avoir un instrument capable de voir un trou noir. Parce que les trous noirs, il y en a très peu, donc ils sont très loin, et puis ils sont tout petits, parce que ce sont des objets qui se sont effondrés sur eux-mêmes. Voilà. Et puis on a découvert, au centre de notre galaxie, un gros trou noir, de 4 millions de fois la base du Soleil. Et donc on connaît sa taille. Sa taille, c'est 25 millions de kilomètres. C'est gros, 25 millions de kilomètres. Mais comme il est à 30 000 années-lumière, il est un peu loin.
grosso modo, si vous voulez le voir, c'est comme si vous essayiez de voir d'ici, depuis Aix-en-Provence, une graine de moutarde que vous placeriez à New York. Ou une pièce de monnaie sur la Lune. Bon, il faut un télescope absolument gigantesque pour avoir cette résolution. Mais par rapport à l'univers, la galaxie, c'est tout petit. La galaxie, par rapport à l'univers, c'est l'une des galaxies. On pense qu'il y a 1000 milliards de galaxies dans l'univers. 1000 milliards de galaxies. Je rappelle, vous avez des étoiles, comme le Soleil, autour de planètes, des comètes, etc. Les étoiles se regroupent dans des galaxies. Chaque galaxie a au moins quelques centaines de milliards d'étoiles. La nôtre, la Voie lactée, il y a 200-300 milliards d'étoiles, que c'est une galaxie plutôt modeste. Voilà, une petite, mais il y en a beaucoup plus grosses. Et puis dans l'univers observable, j'entends, je ne parle pas de l'univers réel, dont on ne sait toujours pas s'il est infini ou pas, mais l'univers observable, ici dans l'observation, on pense qu'il y a 1000 milliards de galaxies. Bon, ça donne un petit peu l'idée du paysage. Bon. Dans chaque galaxie, il y a des trous noirs, quelques trous noirs, quelques millions de trous noirs, petits, disséminés un petit peu partout, puis un gros, c'est au centre. Donc si je reviens sur mon trou noir qui est au centre de la galaxie, on va appeler le trou noir galactique, Sagittarius A étoile, si vous voulez tout savoir, eh bien on a commencé à le traquer il y a une trentaine d'années, d'abord pour des observations qui n'avaient pas la résolution qu'il faut, et puis des collègues, des radioastronomes, moi je suis théoricien, je ne trafique pas avec des instruments, mais heureusement j'ai des collègues qui font des observations avec des instruments, qui utilisent un réseau de radiotélescopes qui est réparti sur toute la planète et que l'on peut faire fonctionner en même temps pour avoir l'équivalent d'un radiotélescope unique qui a la taille du réseau et donc la taille planétaire. Et en augmentant donc la taille de ce radiotélescope virtuel qui est donc 5000 km de diamètre, on arrive à avoir l'équivalent d'un grain de moutarde à New York, c'est-à-dire l'image du trou noir galactique. Et cette image, on est en pleine actualité brûlante, elle va vous être donnée, ce sera donc la première image télescopique directe d'un trou noir entouré de gaz qui tourne autour, elle va être donnée au mois d'avril. Et elle va ressembler comme une goutte d'eau, je l'espère, je suis persuadé, au calcul que j'ai fait il y a 40 ans.